Je vais me placer dans. J'ai écouté depuis ce matin avec beaucoup d'attention la première table ronde et puis le début de la seconde. J'ai effectivement pas mal d'éléments à compléter par rapport à cette réflexion qui commence à être menée sur les stéréotypes. Alors, mon regard, vous l'avez dit tous les deux, ce sera un regard d'historien du culturel, d'historien des représentations et des imaginaires. Avec finalement, quand on travaille sur l'histoire des stéréotypes, je me réfère à ce que disait tout à l'heure Sylvie Chalaï, c'est effectivement de réfléchir peut-être à une histoire au second degré avec des temporalités propres, puisqu'on l'a dit, on parle de l'opinion publique, de ce qui se forge un peu dans l'arrière, le background, on pourrait dire, des faits. Ce qui m'a été demandé de réfléchir ici devant vous, c'est de voir comment la notion de peur, la notion d'incertitude est un moteur de la fabrication et de la diffusion des stéréotypes. Donc finalement, cette notion nous invite à revisiter comment les stéréotypes viennent fabriquer des peurs à la fois personnelles et des peurs collectives, avec finalement deux éléments liminaires qui quelque part sont de nature à alimenter la réflexion menée depuis ce matin. Le stéréotype, me semble-t-il, peut être isolé. On peut essayer de l'isoler, de l'utiliser un petit peu comme une forme de pièce à part, on pourrait dire, avec une dimension propre, une dimension spécifique, avec finalement des prérogatives internes. Et en même temps, je pense qu'il est difficile de ne pas mêler le stéréotype à d'autres stéréotypes et de considérer qu'il existe aussi, on l'a dit tout à l'heure, des mutations externes aux stéréotypes en fonction des contextes. Donc, je crois qu'il faut travailler sur cette ligne de crête entre à la fois l'idée d'isoler des stéréotypes pour mieux les comprendre, mieux les saisir, et à la fois les mettre en relation avec d'autres stéréotypes qui ne manquent pas d'apparaître. Je pense qu'il n'y a pas une société avec un immense stéréotype qui viendrait la structurer. C'est une multitude, on en a parlé déjà ce matin, entre les stéréotypes graves, ceux qui le sont moins, ceux qui sont fonction de race et d'autres en dehors de tout ça. Moi, je me pose la question, on l'a dit tout à l'heure, sur la fabrication du stéréotype, c'est quand le début. On a toujours du mal à situer le début, la mise en place d'un stéréotype, tout simplement parce que, tout à l'heure, intéressante la discussion sur la fabrication, je crois que la fabrication, il n'y a jamais quelqu'un caché derrière. Il me semble que tout ça fonctionne selon un très, très complexe réseau d'informations, de réalités, de fantasmes, qui petit à petit s'amoncellent pour lancer la dimension de stéréotype avec effectivement le poids des médias. C'est le deuxième élément de préliminaire, les canaux, les outils de propagation qui sont bien entendu autour de la dimension médiatique des choses, mais médias au sens large, puisqu'on a beaucoup parlé d'images ce matin et à juste titre, mais on pourrait aussi parler beaucoup d'écrits et des liens justement entre l'écrit et l'image que représente par exemple la publicité ou le roman graphique ou d'autres types de communication, mais il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler une caisse de résonance et une caisse de connivence. Me semble-t-il, le stéréotype est là pour conforter peut-être un certain nombre de convictions liées à un contexte donné, ce qui renvoie peut-être, et moi c'est un petit peu ce que je voudrais apporter là, un moment quand on est tous marqués par les stéréotypes, et je note avec intérêt que depuis ce matin, on ne travaille plus sur l'idée de tordre le cou aux stéréotypes, mais plutôt de vivre avec les stéréotypes. Ça, c'est un élément qui a été plusieurs fois évoqué. Et moi, j'aurais tendance à considérer effectivement que le stéréotype est une forme de raccourci, de déficit d'information, de manque de nuances et peut-être de complexité par rapport au réel, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, par faiblesse, par paresse, par méconnaissance, on se lance dans quelque chose qui est de l'ordre de la généralisation, de l'essentialisation, avec précisément ce creux ce qu'on pourrait appeler ça va de soi, qui se niche en quelque sorte dans les stéréotypes. Alors, compte tenu de ces quelques premières réflexions liminaires, je vais juste partager mon écran, effectivement, pour pouvoir vous présenter quelques images autour de ce stéréotype qui renvoie au péril rouge et au péril vert. Est-ce que je peux le faire? Je vais voir si c'est possible. Voilà. Vous me laissez la possibilité de partager l'écran, les organisateurs? OK. Alors, OK, merci. Voilà le partage d'écran. Et la question que je me pose ici, c'est effectivement, lorsqu'on parle du péril rouge et du péril vert, vous voyez, j'ai posé la question, j'ai mis un point d'interrogation, est-ce qu'il s'agit du même stéréotype?
Est-ce qu'il s'agit du même stéréotype qui changerait d'habit en quelque sorte, ce qui évidemment nous amène à réfléchir à le lien entre le communiste et l'image du communisme et l'image des musulmans et plus largement par la suite des islamistes, qui serait le fruit d'un même sentiment de peur et de danger. Il me semble que travailler cette comparaison est utile et peut-être aussi dangereuse et parfois problématique. C'est ce que je vais essayer de vous présenter ici dans le temps qui me reste. D'abord, il y a la notion de coloration, le rouge et le vert, effectivement, qui est un facteur aussi d'indistinction. Quand on parle de péril rouge, quelles sont les limites de cette notion de rouge? Et quand on parle de péril vert, quelles sont les limites de cette couleur verte dont il est ici question? C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la question de la masse. Bien entendu, quand on parle de péril rouge ou de péril vert, il y a une notion d'indistinction au niveau du nombre. Et cette notion de péril rouge et de péril vert laisse entendre, laisse courir en arrière-plan qu'il y aurait le thème de l'invasion, de la dépossession d'un territoire ou de valeurs qui serait en jeu aussi bien dans la peur du communisme que dans la peur de l'islam. Troisième élément qui permet de réfléchir ces deux notions, c'est la capacité à conjuguer, à empiler, on pourrait dire, les stéréotypes, puisque vous n'êtes pas sans savoir, comme on le voit à travers cette première image que je vous ai montrée, le fait qu'on aurait tendance à empiler un certain nombre de choses, comme par exemple ici, la notion, alors qui n'est pas celle de péril rouge ou de péril vert, mais celle de juif allemand au moment de l'affaire Dreyfus, où à travers cette caricature, voilà un outil, derrière la figure d'Émile Zola, j'accuse, on a la figure du juif, et derrière la figure du juif, on a la figure de l'allemand. Donc la notion de judéo-bolchevisme qui s'exprime très largement à travers ce simple dessin de cet hebdomadaire de caricature d'extrême droite qui s'appelait Psite. Nous sommes en 1898 ici. Mais ça joue de la même manière à travers ce qu'on verra apparaître un peu plus tard comme judéo-bolchevisme. Et je voudrais simplement montrer cette fameuse caricature qui a tellement eu de succès lorsqu'elle est produite en 1919 par un affichiste très célèbre de la belle époque qui s'appelle Adrien Barrère et qui, cet affichiste, avait eu la commande pour les élections législatives de l'immédiate après-guerre en 1919 eh bien de fabriquer une affiche. On a parlé tout à l'heure du poids des images et des images qui restent. On parlait de la publicité. Eh bien, ici, ce n'est pas de la publicité, mais c'est de l'affiche politique. Et une affiche politique qui va faire florès, puisque cette image du bolchevique menaçant, effrayant le couteau entre les dents, est une des images, justement, de la peur rouge qui va beaucoup fonctionner pendant l'entre-deux-guerres. Et il me semble que, effectivement, il y a la possibilité, dans cette sorte d'intersectionnalité du stéréotype, judéo-bolchevisme, et aujourd'hui, on en a déjà parlé, islamo-gauchisme, et comme juif allemand, à un moment donné, ces éléments d'empilement sont aussi à mettre en réflexion. Et puis, il y a trois points communs entre le péril rouge et le péril vert, c'est que ces deux périls sont issus de formes de révolution, on pourrait dire, la révolution bolchevique en Russie en 1917, mais aussi la révolution islamique en Iran en 1979, qui a été le point de départ, me semble-t-il, du péril vert tel qu'il s'est entendu dans les années 80 et 90. Autre élément, la violence et le terrorisme, qui est une forme de source qui alimente le péril rouge et le péril vert. Cette idée selon laquelle péril rouge ou péril vert viendrait bousculer, déposséder la société. Je voudrais simplement montrer qu'avant le péril rouge tel qu'il se met en place avec cette affiche, on a peut-être la comparaison à travers la lutte contre le péril anarchiste tel qu'il se développe dans la France des années 1890. Et là, le Petit Journal, en 1894, faisant état de l'assassinat du président Carnot par un anarchiste italien. Ce sujet est un sujet extrêmement intéressant puisque le stéréotype de l'italien anarchiste va se développer fortement dans les années 1890, engendrant des faits et des actes contre l'anarchisme et en particulier contre l'anarchisme des Italiens qui sont tous assimilés à cette dimension-là par paresse, par faiblesse, par peur. Donc avant le péril rouge tel qu'on l'entend au niveau du bolchevisme, on a déjà le péril anarchiste. Mais j'avance avec ces caricatures qui font, dans l'entre-deux-guerres, ne faire qu'alimenter cette notion de péril rouge. Regardez ces caricatures publiées dans l'hebdomadaire Gringoire d'extrême droite qui mettent en évidence, à travers cette carte de la France dépotoir des
communismes les plus variés et les plus divers, des rouges les plus variés et les plus divers, juifs allemands, antifascisme italien ou anarchistes et frente populaire, caractéristiques de ce caricaturiste Roger Roy qui a fait florès sur la vague de la peur rouge. Regardez, quand on voit arriver ces centaines de milliers de réfugiés espagnols dans le sud-ouest de la France, en particulier dans les Pyrénées-Orientales, qui traversent donc notamment le poste frontière franco-pyrénéen, eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on y voit arriver? On y voit arriver des communistes qui, parmi ces réfugiés, eh bien, laissent passer des mines patibulaires, des gens dépenaillés et des gens qui viennent porter en France le danger. Évidemment, on peut faire des comparaisons avec l'argument qu'on a eu ces dernières années, qui fait que dans l'arrivée des nombreux migrants vers l'Europe et les côtes de l'Europe arrivent également des terroristes islamiques. Ce lien stéréotypé est un lien qui mérite qu'on s'y intéresse dans ce cadre-là. Donc, y a-t-il continuité ou discontinuité? Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qui tire les ficelles des stéréotypes. Et dans le cas du péril rouge et du péril jaune, on va retrouver à peu près les mêmes manières de fonctionner. Derrière le péril rouge, évidemment, il y a l'URSS. Il y a ces acteurs en France qui sont tirés par Moscou, les soviets qui tirent les ficelles du Front populaire, évidemment, et le danger de la dépossession de la France. Le Front populaire soutenu par Moscou, c'est la guerre, même chose ici, avec aussi l'image de la pieuvre communiste qui apparaît ici et qui, quelque part, soumet la France dans ce cadre-là. Donc, une peur de la dépossession, de la mise en sommeil, on pourrait dire, de la France, avec ce qui est caché derrière, c'est-à-dire le poids de l'URSS. Et d'autre part, effectivement, on pourra considérer que dans le stéréotype lié à l'islam, il y a derrière aussi tout un ensemble d'États, en particulier l'Iran, qui seraient de nature à tirer les ficelles, et pas simplement l'Iran, puisque beaucoup d'autres États ont été accusés dans ce cadre-là. Je n'ai pas le temps vraiment d'évoquer cette affiche, l'affiche rouge, où il est question effectivement du stéréotype, justement, de ces libérateurs supposés. C'est une affiche de propagande qui date effectivement de 1944 et qui a tous les éléments du conditionnement du péril rouge dans un moment d'aboutissement qui est le moment effectivement de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la résistance en action et en particulier les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrés. On connaît le fait que tous ces acteurs de l'affiche rouge sont des militants communistes étrangers qui ont été effectivement fusillés et qui sont ici l'objet d'une propagande du gouvernement de Vichy et de l'Allemagne, considérant qu'il s'agit là de l'armée du crime. On connaît bien cette dimension. Mais je voudrais effectivement considérer aussi que ce péril rouge, il a considéré non seulement la France, mais aussi les États-Unis, puisque au début des années 50, on connaît la Red Scare et la peur, panique qu'il existe à l'égard des rouges pendant le début de la guerre froide dans les années fin 40, début 1950, mais aussi une sorte de fin de cycle, pourrait-on dire, qui existe au moment de mai 68, où on voit encore un petit peu de la force de ce péril rouge apparaître, avec aussi des contre-stéréotypes, comme on vient de le dire, avec notamment cette notion de, de la peur rouge qui est retournée par les militants autour des bêtes à cornes ou du mensuel, je crois, rouge, qui était publié à ce moment-là et qui garde un petit peu de ce cadre-là avec l'idée de la fin d'un stéréotype. Mais, et la question qui se pose ici, c'est qu'avec la fin de la force de stéréotype du péril rouge, on voit émerger à partir de 1978-1979 l'apparition d'une autre peur qui peut-être effectivement vient remplacer celle-ci, peut-être pas complètement non plus, c'est effectivement la peur de l'islam. Et il me semble effectivement que cette peur de l'islam, elle apparaît à la toute fin des années 70 et surtout au début des années 1980. Et elle apparaît d'une manière assez vigoureuse puisqu'elle vient se plaquer sur d'abord la question de l'immigration en France. Il me semble qu'avant les années 80, la question de l'immigration n'était pas marquée par le stéréotype de l'islam qui était plutôt enfoui et peu présent, mais plutôt sur d'autres domaines. On parlait tout à l'heure du stéréotype de l'arabe. Or, l'islam vient
alimenter la peur de l'immigration dans les années 80, instrumentalisée par le Front National, qui en fait un immense succès à partir de 1983, et très largement utilisée dans la presse, et pas seulement d'extrême droite, puisque par exemple, cette célèbre une du Figaro Magazine du 26 octobre 1985 joue tous les codes du stéréotype qui convoque effectivement un objet, si on peut dire, le voile, qui ne va pas tarder à alimenter la société française avec cette question de l'invasion sous-jacente. Serons-nous encore français dans 30 ans, c'est-à-dire en 2015, et cette inquiétude qui germe ici et qui fait qu'on va parler notamment d'une notion qui est intéressante pour notre sujet, c'est le réveil de l'islam. Cette idée selon laquelle le stéréotype lié au péril vert, en fait, serait hérité des lointaines périodes des croisades dont l'islam serait porteur et serait en train de se réactiver avec une peur panique, véritablement, qui va apparaître dans les années 80 et 90. Par exemple, je n'ai pas le temps de l'évoquer complètement, la peur qui va exister au moment de la guerre du Golfe, de retrouver dans les banlieues françaises une sorte de référence à l'islam qui ferait que les jeunes, entre guillemets, issus des cités de l'immigration, soient sécessionnaires de la France. La peur panique a existé à ce moment-là, je passe les détails, où effectivement toute la peur liée à la compatibilité des musulmans de France avec la République, cette peur de l'islam, c'est l'invasion, telle qu'on la voit à travers les propos de Valéry Giscard d'Estaing répercutés dans le Figaro Magazine, si présent dans ce domaine-là, mais c'est aussi tous les hebdomadaires français, quels qu'ils soient, y compris de la gauche, comme le Nouvel Observateur dans les années 90, qui évoque l'islam en France avec effectivement l'image féminine des jeunes filles, jeunes femmes voilées qui émergent dans ces années-là et participent à cette peur, on pourrait dire, de l'islam, qui n'est pas encore une peur de l'islamisme, mais qui va bientôt apparaître dans ce cadre-là. Voilà le Point, par exemple, et puis voilà l'Express, et puis voilà le Nouvel Observateur encore, et puis surtout Valeurs Actuelles, où finalement on voit la répercussion de ces images très simples qui fait que pour faire passer un message, eh bien, il suffit d'allier quelques mots. C'était le cas notamment de Gilles Kepel qui avait été critiqué, non pas pour son travail, mais pour cette mise en scène dans ce contexte-là, et surtout l'association entre les mots, les images et les slogans, tels qu'on le voit à travers ces unes d'hebdomadaires. Donc il me semble effectivement que, pour terminer dans ce contexte-là, je voudrais revenir simplement à l'écran, il y a à s'interroger justement sur le lien qui peut exister effectivement entre à la fois d'un côté la continuité qui existe entre péril rouge et péril vert. Oui, d'une certaine manière, la peur est la même, mais elle n'a pas les mêmes habits et elle ne repose pas sur les mêmes formes. Oui, le péril rouge s'est un petit peu amenuisé lorsque le péril vert a pris le relais, mais non, il est difficile de comparer complètement, terme à terme, les deux peurs, en quelque sorte, qui sont finalement des peurs contextualisées, marquées par des moments particuliers. Et dans ce contexte-là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir plutôt la fabrique du préjugé, c'est ce qu'on s'est posé comme question tout à l'heure. Et dans cette fabrique-là, effectivement, il y a pas mal d'éléments comparables. C'est surtout à ce titre-là, en tant que chercheur, qu'il est intéressant de s'attacher. C'est ce que j'ai essayé de faire brièvement et rapidement devant vous à travers ma communication.